Paris, lundi 1er décembre 1783. Monsieur Cradock va mieux. À 11 heures, nous partions pour les Tuileries, d'où devait s'élever le ballon. Descendus de voiture, nous eûmes les plus grandes difficultés à traverser le pont royal pour arriver jusqu'à la petite porte du jardin. Le duc de Cumberland, qui nous suivait de près, manqua d'être étouffé. La reine, dont l'air sérieux nous frappa, était assise sur le balcon du palais. Les aéronautes Charles et Robert avaient à peine disparu dans les nuages que M. Cradock traversa à la hâte la Seine sur le bac et rentra à l'hôtel assez à temps pour envoyer par le courrier le récit succinct de toute la cérémonie. M. Cradock tenait d'autant plus à ne pas manquer le courrier que c'est, je crois, la première ascension de ballon dont les journaux de Londres donneront les détails. Dimanche 14 décembre. Aujourd'hui, fête en l'honneur de la paix. À 4 heures, on a chanté le Te Deum à Notre-Dame. Le soir, grandes illuminations par toute la ville, surtout dans la cité, et particulièrement à la Halle au Blé, dans la partie basse de laquelle était installé un bal public pour les gens du peuple. Nous y avons assisté en spectateurs dans une des tribunes dressées pour la noblesse, sur un terrain un peu plus élevé, dominant le lieu réservé à la danse. La reine elle-même y est venue, mais incognito, et pour peu de temps. Sa place était abritée par des tentures formant dais. Elle était accompagnée des Polignac. Monsieur et Madame Georges, les capitaines Hood et Hawks, ont pris le thé avec nous. Après quoi, nous sommes sortis tous ensemble voir les illuminations. Bien qu'il y en eût beaucoup, je ne les ai pas trouvées aussi belles que celles de Londres dans des occasions semblables. Les rues étaient remplies d'une foule de gens de tout rang, mais les gardes à cheval et à pied s'acquittaient si bien de leur service que partout régnait l'ordre le plus parfait. Dans différents carrefours, on avait organisé des bals et des concerts publics. Les musiciens se tenaient hissés sur des estrades. Les fusées et les pétards étaient rigoureusement défendus, de sorte qu'on circulait aussi sûrement que chez soi. À 9 heures, nous étions de retour. Jeudi 1er janvier 1784. Dans la matinée, j'ai aidé à faire 2 pâtés de porc à la mode anglaise. Cette cuisine, toute nouvelle pour moi, m'a fort amusé. Enfin, mes pâtés terminés, je les ai donnés à cuire à mon traiteur, qui n'en avait jamais vu de semblable, et pourtant les a fort bien réussis. Dimanche 4 janvier. Le vent a changé. Le temps s'est heureusement adouci car depuis 8 jours, nous avons de la neige avec un froid tel qu'on ne se souvient pas d'en avoir subi de pareil depuis 30 ans. Dimanche 18 janvier. À 1 heure, M. Cradock et moi partions en voiture jusqu'au pont de Neuilly, à 3 milles environ de Paris. Ce pont, très élégant, commande une vue étendue et délicieuse. La Seine est parsemée dans cet endroit de jolies petites îles plantées d'arbres. De Neuilly à Paris, la route est charmante, et le pays si giboyeux qu'on y rencontre quantité de compagnies de perdreaux, sans compter qu'à notre grand amusement, nous découvrions souvent 20 ou 30 lièvres broutant tranquillement dans les champs, et d'autres s'avançant en troupes, quelquefois jusqu'au bord du chemin. Les lois sur la chasse sont si sévères aux environs de Paris que le gibier n'en est guère délogé, et lièvres et perdreaux ne semblent redouter ni hommes ni chiens. Revenu à 4 heures à la maison pour dîner. Lundi 19 janvier. Monsieur Cradock est sorti ce matin à 10 heures pour rendre visite au duc de Lauzun dans sa villa à Montrouge, sur la route d'Orléans. La terre était couverte de neige, le chemin très glissant, les chevaux très mauvais. La voiture a failli verser près de la demeure du duc, qui, d'une des fenêtres de son cabinet, voyant l'embarras de M. Cradock, envoya,
à son secours. Après l'avoir accueilli avec toutes les marques possibles de déférence et de cordialité, il insista pour qu'il revînt dans un de ses meilleurs carrosses. Le duc parla moitié anglais, M. Cradock moitié français, et ils passèrent l'un et l'autre une journée fort agréable. Le soir était chez Lady Sussex, où nous avons rencontré M. Morgan, Madame et Mademoiselle Chichester, rentrés à 8 heures. Mercredi 4 février. Après avoir dîné à 3 heures, nous sommes allés voir la fameuse foire Saint-Germain. On y vend de tout, des bijoux, des étoffes, de la lingerie et bien d'autres choses. Les marchandises sont disposées avec un goût parfait dans de petites boutiques. Ça et là, des cabarets où se font entendre des musiciens et des chanteurs, et où j'ai été surprise d'y trouver des dames de la société. Mais il paraît que c'est admis. Partout des spectacles, des théâtres en plein vent, des bals, des saltimbanques, des marionnettes, des expositions de bêtes sauvages, vivantes ou empaillées. Les oiseaux sont surtout fort bien réussis et montés de façon à produire un joli effet. Nous sommes entrés voir des figures de cire. Un des groupes représentait le roi, la reine et le dauphin, assis sous un baldaquin, et un peu plus loin devant eux, accoudés à une table, 3 personnages. Ceux-ci figuraient M. de Voltaire, M. Rousseau et le docteur Franklin. Ils étaient si bien reproduits qu'on avait su donner à chacun de ces hommes illustres, mais funestes, le caractère de sa physionomie. Une vieille femme à côté de nous était ravie de la satisfaction qu'exprimait M. Cradock à tout ce qu'il voyait. À 9 heures, nous étions de retour. Lundi 16 février. Lady Sussex a déjeuné avec moi. À 11 heures est arrivé le capitaine Butler et nous sommes tous partis visiter le palais Bourbon que l'on vient de restaurer en partie. La grande salle à manger est fort belle, décorée de magnifiques tableaux de bataille. Le dessin du parquet en marqueterie est excessivement joli. Les portes entièrement en glace et autour de la salle sont rangées des chaises, des fauteuils et des sofas. Les rideaux en damas bleu sont garnis de dentelles, de franges, de glands et de torsades d'or. Dans d'autres pièces, nous avons remarqué de magnifiques tapisseries des Gobelins et des meubles recouverts de satin brodé de toute beauté. Dans le grand salon, vis-à-vis de chaque fenêtre, se trouve une immense glace ovale, prenant du haut en bas et reflétant la vue de la rivière et des Tuileries. En dernier lieu, nous visitâmes une chambre à coucher, tendue de velours cramoisi brodé d'or. Le lit est si haut qu'on y monte à l'aide d'un escabeau placé devant. Revenu dîner à 3 heures. Mardi 17 février. À 3 heures arrivèrent le capitaine Butler et M. Means. Le premier se retira presque aussitôt après dîner, sous prétexte de lettres à écrire, mais en réalité, je crois, pour éviter de boire avec M. Means plus qu'il ne l'eût désiré. À 6 heures, M. Butler, qui part ce soir pour l'Angleterre, m'a fait envoyer le restant de son bois. Après le thé, nous avons joué aux cartes et au solitaire. Mercredi 18 février. Levé très tard. Lady Sussex a assisté à ma toilette et est restée fort aimablement avec moi jusqu'à 3 heures. Vers 5 heures, M. Foucault, le propriétaire de l'hôtel, vint m'engager à descendre voir danser ses domestiques. J'ai refusé. Il est resté une demi-heure. Je l'ai trouvé très poli, mais très ennuyeux. Jeudi 19 février. Lady Sussex est arrivée ce matin m'avertir qu'elle viendrait à 3 heures me chercher au couvent Saint-Thomas, où je devais assister à une prise de voile avec mademoiselle Chichester. On prêcha un long sermon sur l'obéissance, la patience, la pauvreté et la chasteté. Après quoi eut lieu la prononciation des vœux. Le tout dura 3 heures. Cette cérémonie, aussi solennelle que triste, est terriblement émotionnante. Lorsqu'arriva le moment où l'on jette le drap mortuaire sur la religieuse, qui s'engage alors par des vœux irrévocables, je me sentis si ému que j'eusse voulu sortir de l'église
et me promit de ne plus jamais revoir pareil spectacle. De toute la journée, je ne pus reprendre ma gaieté ordinaire. Lady Sussex me ramena chez moi à 8 heures. Vendredi 20 février. Encore sous l'impression de la journée d'hier, à peine ai-je pu dormir. Après dîner est venu M. Mintz. Nous ne sommes pas du même avis sur l'état monastique. Mercredi 25 février. Sortie à midi avec Lady Sussex. Temps superbe et chaud. Nous sommes allés chez la modiste de la reine, où nous vîmes des bonnets et des chapeaux plus extravagants les uns que les autres, et d'un prix inouï. Lundi 1er mars. Levé à 10 heures et écrit des lettres. Monsieur Mintz est arrivé après le dîner. Il m'offrit de m'accompagner jusqu'à l'hôtel de Lady Sussex où je devais aller. Bien que n'ayant pas grande envie de sa compagnie, je dus la subir. Il me fit même comprendre qu'il désirait être présenté à Lady Sussex, mais à toutes ces insinuations, je fis la sourde oreille. Je passai une agréable après-midi chez Lady Sussex, pris le thé avec elle et de retour à 10 heures. M. Cradock a quitté Paris. Mardi 2 mars. Après avoir envoyé ce matin ma domestique au marché, je lui permis d'aller avec Pierre voir partir le ballon. J'ai fait mes comptes, et à 2 heures, Lady Sussex est venue me chercher. Le temps était superbe, et la population entière, les uns à pied, les autres en voiture, tous en habits de fête, avait voulu assister au lancement du ballon. Mercredi 3 mars. Aussitôt déjeuné, était chez Lady Sussex. Nous causâmes, tandis qu'elle terminait sa toilette, et puis nous sortîmes. Visiter ensemble une très vieille église où se voit un superbe tombeau en porphyre d'un empereur romain. Et ensuite nous promener à la foire Saint-Germain. J'étais rentré à 2 heures. Dimanche 7 mars. Été me promener dans la matinée avec Lady Sussex. Au moment du dîner, je reçus un excellent poulet rôti de M. Franck, qui me l'envoyait de la part du duc de Lauzun, assez aimable pour nous gratifier sans cesse de gibier et de volaille. À 6 heures, Lady Sussex vint prendre le thé avec les demoiselles Chichester que j'emmenai ensuite à la foire Saint-Germain. Il y faisait sale, froid et désagréable. Nous sommes entrés dans plusieurs boutiques. Tout y était horriblement cher et de mauvais goût. Aussi n'y restâmes-nous pas longtemps. Mercredi 17 mars. Visiter quelques églises. Dans celle de Saint-Louis du Louvre, on remarque le tombeau du cardinal Fleury. C'est une fort belle œuvre. Il est représenté mourant et la femme pleurant à ses pieds exprime la douleur la plus poignante. Était ensuite à l'abbaye de Saint-Germain où se célébrait la grand-messe. Les chants fort beaux, l'office solennel, mais la tenue des fidèles laissait à désirer, et ce qui m'a surtout étonné, c'est que l'église sert de passage d'une rue à une autre, de sorte que ce sont des allées et venues continuelles. Il y a quelques belles peintures dans les chapelles latérales. Après dîner, j'eus une explication avec M. Foucault, qui avait envoyé, sans m'en avertir préalablement, des ouvriers enlever une partie de parquet d'une de mes chambres. Je le menaçais de quitter son hôtel, non seulement à cause de cela, mais aussi à cause de sa grossièreté et de celle de ses domestiques. Cette scène me rendit malade. Jeudi 18 mars. Toute la matinée, ennuyée par des ouvriers. Dans l'après-midi, je me sentis si souffrante que je me mis au lit. Vendredi 19 mars. Monsieur Franck m'a indiqué un autre hôtel, mais l'appartement ne me convient pas. Samedi 20 mars. Monsieur Foucault est venu me faire ses excuses et me proposer de changer d'appartement. J'y ai consenti. Lady Sussex a passé la soirée avec moi. Ne me trouvant pas encore remise de mon indisposition,
Elle m'a persuadé de me faire saigner demain. Elle se retira à 9 heures, après quoi je me couchai. Dimanche 21 mars. Monsieur Franck m'a amené un chirurgien qui m'a saigné et soulagé aussitôt. Monsieur X saigne très bien. Il a les manières d'un gentilhomme sans fatuité. Lady Sussex a soupé avec moi. Son cocher, qui s'était grisé, n'est arrivé la chercher qu'à minuit. Cependant, la soirée ne nous parut longue ni à l'une ni à l'autre. Lundi 22 mars. J'ai changé d'appartement. D'autres locataires en ont fait autant. Et même un, M. Sommer, a quitté l'hôtel, fort mécontent de M. Foucault. Jeudi 1er avril. Assez souffrante depuis plusieurs jours, je me trouvais mieux aujourd'hui et louai une voiture pour faire quelques courses. Était d'abord chez Madame G, puis chez Lady Sussex qui vint avec moi acheter de la dentelle des tabatières. Après quoi, nous fîmes un tour hors de Paris. Dimanche 4 avril. À midi, je suis partie avec Lady Sussex et Monsieur Franck visiter une maison de plaisance appartenant au duc de Chartres. Bâtie sur un terrain plat, elle est d'un style bizarre, mélange de français, d'anglais et de chinois. La serre forme grotte et donne dans des salons construits en rocaille. Des étuves y passent et réchauffent la maison, servant spécialement de rendez-vous d'amusement au duc et à ses amis. Aussi est-elle aménagée avec le plus grand luxe. La grande salle de bain en marbre blanc contient 2 baignoires, l'une à eau chaude, l'autre à eau froide. Elle est chauffée par des tuyaux à eau chaude et entourée de divans en velours vert clair. Au fond se trouve une porte en glace donnant entrée sur un bassin assez grand pour y nager. Une des chambres n'a pas de fenêtre. La lumière y pénètre pendant le jour par un plafond transparent sur lequel le soir on dispose des lampes. Quoiqu'en dehors du plafond, ces lampes produisent une clarté douce mais suffisante. Quand le duc reçoit à souper, on illumine les serres, les salons, tous les appartements et des guirlandes de fleurs, entremêlées de lampions, forment feston d'arbre en arbre. Vendredi 9 avril. Été l'après-midi au bois de Boulogne. Très désappointé de cette promenade dont on m'avait fait un tel éloge. Dimanche 11 avril. Monsieur Cradock est revenu à 2 heures. Après dîner, nous allâmes faire visite à Lady Sussex. Monsieur Peters nous conduisit dans sa voiture jusqu'aux Tuileries, où nous nous promenâmes pendant 1 heure. Mardi 13 avril. Été après déjeuner, voir monsieur Peters, puis visiter l'observatoire d'où l'on jouit d'une vue sur Paris et la campagne. 3 salles sont remplies d'instruments destinés à étudier les corps célestes. À 6 heures, été avec Lady Sussex sur les boulevards. Il est de mode de s'y promener les lundis et mardis de Pâques, aussi y avait-il grande affluence. Cette foule en toilette printanière, plus de 200 voitures avec laquais, en superbe livrée, les harnais des chevaux agrémentés de glands et de rubans de différentes couleurs. De chaque côté de la chaussée pavée, et abritée par les arbres, des tentes sous lesquelles se débitaient des rafraîchissements, des fleurs et autres objets. Par-ci par-là, des gens dansant. Tout contribuait à la gaieté du tableau. Samedi 17 avril. À midi, Madame et Mademoiselle Chichester sont venues. Après leur départ, j'ai été voir le marché. Puis, arrivant jusqu'au quai, j'ai traversé l'eau sur le bac. M'étant rendu chez Lady Sussex, qui n'était pas chez elle, j'ai de nouveau retraversé la Seine de la même façon. Dimanche 18 avril. Avons eu à souper Lady Sussex, monsieur Peters et monsieur Bellasi. Gaiement causé jusqu'à 11 heures. Lundi 19 avril.
Me trouvant encore souffrante ce matin, je me suis fait saigner et m'en suis très bien trouvée. Été voir Lady Sussex avec qui je dois aller demain au bain. Mardi 20 avril. À 11 heures, été avec Lady Sussex au bain de l'hôtel de Bourbon. Chacun a sa baignoire entourée d'un rideau de coton blanc. On y étend un drap au fond. Rien n'est plus propre ni plus commode. Jeudi 22 avril. Après déjeuner, M. Cradock est parti pour Versailles. À 1 heure, était me promener sur le pont Neuf. J'ai retraversé en bac et je suis rentré assez fatigué de ma course. Lady Sussex et M. Peters sont venus prendre le thé et se sont retirés à 9 heures. Vendredi 23 avril. À midi, M. Cradock est revenu de Versailles. Il était un peu las et s'est reposé après dîner. Samedi 24 avril. Après déjeuner était visitée Saint-Eustache. C'est une grande et belle église. On y voit quelques excellents tableaux. Elle était remplie de gens allant et venant. J'y ai même aperçu des vieilles femmes fabriquant des pelotes, bien qu'on célébrât l'office. De là, nous nous sommes dirigés du côté des halles au drap et au blé. Elles ne m'ont pas paru aussi bien installées que certains marchés de Londres. Près de là se trouvait autrefois le couvent des Innocents. Les cloîtres ont été convertis en boutiques où l'on vend des épiceries, des jouets, de la mercerie, et l'emplacement du couvent a été transformé en cimetière. Il existe une vieille petite chapelle tombant en ruine, mais on y célèbre encore le service divin. Puis nous avons suivi la rue Saint-Honoré, longue et large rue qui serait parfaite s'il y avait des trottoirs pour les piétons. Elle est bordée de beaux magasins de tout genre. Je me suis reposée chez un pâtissier où je me suis régalée d'excellents gâteaux tandis que M. Cradock entrait dans un café. La jeune fille qui me servait était une jolie petite grisette, fort aimable. S'apercevant que j'étais étrangère, elle me témoigna beaucoup d'attention, et cela avec un naturel faisant honneur à son éducation. M. Cradock m'ayant rejointe, nous allâmes à Saint-Roch, belle église dont les chapelles latérales sont ornées de tableaux remarquables. La nef est immense et contient 3 autels se suivant. De chaque côté du premier autel sont 2 figures de bronze. L'une du roi David, sa harpe à la main, l'autre de Moïse tenant les tables des commandements. Sur le deuxième autel et tout en marbre blanc, 2 anges prosternés à droite et à gauche de la Vierge. Enfin, surmontant le 3e autel, Notre Seigneur sur la croix, au pied de laquelle sainte Madeleine se tient agenouillée, et un peu plus loin, 2 soldats. Ce calvaire, exécuté avec art et éclairé par la lumière venant d'en haut, produit un effet très saisissant. De là, revenant par les Tuileries, nous nous sommes arrêtés pour admirer le faune de Bouchardon, statue qui jouit d'une juste réputation. En sortant des Tuileries, la poussière nous décida à prendre le bac. L'eau était assez agitée, mais on ne courait aucun danger, et les agréables passagers qui se trouvaient avec nous rendirent la traversée charmante. Revenus très contents de notre matinée. Dimanche 25 avril. En sortant de Saint-Sulpice, où j'ai assisté à 1 heure à une grand-messe solennelle avec Lady Sussex, nous sommes tombés au milieu d'une foule prenant un vif plaisir à regarder un montreur de singes. Les enfants sautaient de joie autour d'un singe habillé en jupon et en casaquin. Rentrés à 3 heures. Nous finissions de dîner lorsque des Savoyards, s'arrêtant sous nos fenêtres, nous ont donné un concert. Leur musique terminée, 2 ou 3 groupes de personnes ont pris leur place pour jouer au volant. Mais celles-ci furent bientôt forcées de s'arrêter et de se mettre de côté pour laisser passer une procession. En tête marchaient 2 chantres jouant du serpent. Suivait un prêtre portant une bannière de velours rouge, garnie de franges et de glands d'or, au milieu de laquelle était brodée en or une croix et les initiales J.N.S. Après la bannière venaient 2 prêtres et 10 enfants de chœur. Puis,
un prêtre revêtu de ces ornements et portant une grande croix en argent. Enfin, environ 150 autres prêtres en surplis, marchant deux à deux et chantant tous ensemble. La procession à peine hors de vue, nous vîmes arriver un chameau portant un singe sur sa bosse et mené par un paillasse dansant, chantant et lançant au public des plaisanteries douteuses. Un aveugle, jouant du violon et suivi d'une troupe de gamins, succéda au paillasse. C'est ainsi que se passent la plupart des après-midi du dimanche à Paris. Religion et amusement sont confondus. Nous reconnûmes au milieu de la foule notre laitier, vêtu d'un habit à la mode, d'un gilet brodé, de culottes de soie et de manchettes de dentelle. Le lendemain, il avait repris son costume ordinaire. À 7 heures, Lady Sussex, M. Peters et M. Belaziz sont venus prendre le thé et passer la soirée. Nous avons joué au solitaire et ils sont partis à 11 heures. Mardi 27 avril. Nous devions aller hier à Saint-Germain, mais M. Cradock étant souffrant, nous avons remis notre excursion à aujourd'hui. Donc, à 9 heures, nous partions dans notre chaise de poste. Le beau temps n'a pas peu contribué à tout embellir sur notre chemin. Nous avons revu le pont de Neuilly. De là à Marly, c'est une suite de vignes, de vergers, de champs de blé, de luzernes, de jardins potagers cultivés avec un soin extrême. À Marly, nous vîmes la machine qui fait monter l'eau de la Seine jusqu'à l'aqueduc et alimente ainsi le parc de Marly et celui de Versailles, éloigné de 3000. Nous nous sommes promenés sur la plate-forme et avons admiré de magnifiques ormeaux. De Marly au château de Saint-Germain, la vue est ravissante. Arrivés au château, nous y sommes montés aussitôt et avons joui du paysage éclairé par un beau soleil. Après avoir vu dans la chapelle un tableau remarquable du Poussin, malheureusement très abîmé, nous descendîmes sur la terrasse. Le château, maintenant divisé en appartements, est tout en pierre. Les fenêtres seules sont encadrées de briques qui ajoutent à la gaieté et l'élégance de la construction. Saint-Germain est une jolie petite ville, célèbre par sa salubrité. Nous dînâmes au Prince de Galles et revînmes à Paris par une autre route. M. Cradock se trouva si malade pendant notre retour qu'aussitôt arrivé, il se mit au lit.